Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis impatiente de vous faire découvrir cet épisode tout particulier. Particulier, pourquoi ? Parce que je suis actuellement sur un événement au BSI à Bruxelles et c'est le Neurodiversity Experience Day. Un événement qui vise à mettre en lumière la neurodiversité en entreprise, un événement qui a été organisé par Audrey Carafa et Moira Wardhall. On discutera avec elle un petit peu plus tard, mais dans le cadre de cet événement, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas une série d'épisodes sur le podcast consacrée à la neurodiversité en entreprise pour permettre en fait aux auditeurs de comprendre c'est quoi la neuroatypie, c'est quoi la neurodiversité et comment est-ce qu'on peut intégrer ces profils dans l'entreprise. Donc, je me suis munie de mon matériel d'enregistrement, j'ai pris le train, je suis montée jusqu'à Bruxelles et me voici aujourd'hui prête à accueillir au micro du podcast les différents intervenants de cet événement. Je vous l'ai dit, il y aura 3 épisodes consacrés à la neurodiversité en entreprise. Dans ce premier épisode, welcome, on va se focaliser sur la neuroatypie. Donc, qu'est-ce qu'un profil neuroatypique ? Qu'est-ce qu'on entend par neuroatypie ? Et comment est-ce qu'on peut recevoir un diagnostic, les stéréotypes qui sont associés, etc. Donc, on va vraiment se focaliser sur une vision plutôt individuelle de la neuroatypie. Et dans les 2 épisodes suivants, on parlera plutôt de comment intégrer cette neuroatypie en entreprise et donc de neurodiversité en entreprise. Pour vous parler de neuroatypie dans cet épisode, vous allez entendre 2 experts. Le premier, c'est Marco Di Duca, qui est psychologue. Je vous propose qu'on écoute ensemble sa petite présentation. Marco Di Duca, psychologue, avec un parcours professionnel plus ou moins long, certains diront long, dans le contexte de la neuroatypie, en particulier de l'autisme. Aujourd'hui, je forme un peu les gens, mais surtout j'accompagne beaucoup d'adultes ou d'adolescents ou de familles, d'adultes chez qui on a diagnostiqué ou chez qui on soupçonne une neuroatypie, en particulier de l'autisme. Tu parles de neuroatypie. C'est quoi pour toi la neuroatypie ? Comment est-ce que tu peux le définir ? Il y a plusieurs manières de définir la neuroatypie. La neurotypie, c'est pas nécessairement, contrairement à ce qu'on peut croire, un concept entre guillemets scientifique. Scientifiquement, on va parler du spectre neurodéveloppemental. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais on va retrouver certains profils qu'on sait aujourd'hui apparenter notamment génétiquement, qui sont les particularités d'apprentissage, tout ce qu'on va mettre derrière le préfixe dys, dyscalculie, dysorthographie, etc. Il y a les particularités attentionnelles, ce qu'on a tendance à mettre derrière le mot TDA, trouble déficitaire de l'attention. Et puis, il y a les particularités relationnelles ou plus globalement d'appréhension de l'environnement, ce qu'on met derrière le TSA, trouble du spectre de l'autisme. Donc ça, grosso modo, c'est un concept qui est scientifiquement plus ou moins cadré. Après, dans la notion de neuroatypie ou de neurodiversité, certains vont dire oui, mais il y a aussi les particularités liées à ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels. Ça, c'est une autre question. Voilà. Donc ça, c'est une manière de définir la neuroatypie dans un contexte, un cadre, une référence, je mets toujours des guillemets, plus scientifique. Moi, j'aime bien insister sur le fait que la neuroatypie, c'est une différence qualitative. Qualitative, ça veut dire une manière qualitativement différente d'appréhender notre environnement, de traiter les informations avec plein de conséquences, à la fois en termes de vécu personnel ou de manifestations extérieures. Je prends souvent la métaphore
d'un environnement. On imagine un monde qui n'est peuplé que de véhicules, et la majorité de ces véhicules sont à moteur, des voitures, des camions, des bus, des motos, et coexistent aussi des bicyclettes. Et donc les bicyclettes, c'est un peu les personnes neuroatypiques. La question, c'est comment on définit une bicyclette. Est-ce qu'on définit une bicyclette comme une moto sans moteur? Et là, on est dans une différence quantitative, et je pense qu'à ce moment-là, on rate l'essentiel, ou on définit une bicyclette en tant que telle, et là, on est dans une différence qualitative, et ça ouvre plein de possibilités sur la manière de comprendre le fonctionnement de la bicyclette, de voir en quoi la bicyclette pose un regard différent sur notre environnement, en quoi elle va proposer des solutions différentes, etc., etc. La deuxième experte qui va vous parler aujourd'hui de neuroatypie, c'est Corinne Truffier, conférencière et fondatrice de Vie ma vie de 10. Je vous propose de découvrir sa présentation également. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors Corinne, avant de te demander comment s'est passée ta table ronde ici sur l'événement, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Quelques mots. En quelques mots, attention. Alors, je suis Corinne Truffier, j'ai longtemps évolué dans le monde de l'éducation. Ok. Voilà, mais c'était pas du tout ma première profession. En fait, je suis venue à tout ce qui est trouble 10 parce que j'ai des enfants concernés. Je me suis passionnée. J'ai repris des études en médecine. C'était pas du tout non plus mon premier métier, puisque moi, je viens du monde de l'histoire de l'art et de la communication. Rien à voir. Rien à voir. Enfin, quoique en communication, on a quand même un peu voilà. de la psychologie et tout ça. Et donc, j'ai repris des études en santé sur les troubles cognitifs chez l'enfant et l'adolescent. Ok. Voilà. Donc, toi, plutôt spécialisée chez l'enfant et l'adolescent. À la base, plutôt chez l'enfant et l'adolescent. Et puis, en fait, maintenant, ça fait presque 10 ans que je travaille sur ce sujet-là. Et puis, les enfants grandissent. Du coup, ils arrivent dans le supérieur. Donc, j'en accompagne aussi dans le supérieur. Et puis, ils rentrent dans le monde de l'entreprise. Et du coup, ils m'ont un petit peu interpellée en disant « Mais le monde de l'entreprise, c'est quand même pas facile. » Donc, je me suis aussi intéressée au monde de l'entreprise. C'est ça. Donc, sur maintenant, ces sujets-là. Large palette. J'ai une très large palette puisque je pars de la maternelle quasiment, où je peux former des enseignants et aussi des parents, et aller jusqu'au monde de l'entreprise, donc jusqu'à ce que les gens aient 60 ans. Oui, c'est vrai. Bientôt 67. Bientôt, oui, plus tard. Là, on a un peu augmenté. La première question que j'avais envie de te poser, c'est quoi pour toi la neuroatypie? Alors, la neuroatypie, c'est vraiment avoir un fonctionnement un peu différent. Je peux parler de handicap sans aucun problème, mais ça peut être gênant. Donc, je parle aussi de troubles, mais de plus en plus, je parle d'être fonctionnel ou pas. Ok. En fait, c'est ça pour moi, la neuroatypie, c'est est-ce que dans l'environnement qui m'est donné, je suis fonctionnel ou pas. Et du coup, ça amène tous les sujets d'accessibilité. Et peut-être aussi cette notion de rendre banal. Et justement, tu vois, tu parles j'ai aucun problème de parler d'handicap ou de différence, mais donc comment est-ce que la neuroatypie est forcément vue comme un handicap, ou est-ce que c'est une différence, ou comment tu mets le curseur En fait, à la base, c'est quand même plus ou moins un handicap dans le sens où c'est quelque chose, on est avec, on vit avec, on meurt avec, voilà. Et ça handicape d'une certaine manière dans les apprentissages ou dans sa vie au quotidien. Mais justement, si tout à coup on parle d'accessibilité universelle et qu'on devient fonctionnel, le handicap, il est plus là. C'est ça, il n'existe plus. Il n'existe plus. Donc c'est pour ça que c'est des notions assez compliquées, en fait. Vraiment, ça dépend du contexte et de l'environnement dans lequel on va se trouver. Qu'est-ce que tu mets dans la neuroatypie ? Donc on a parlé du 10, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, moi, je pars vraiment des notions médicales. Donc, moi, je parle du neurodéveloppement, là, du coup. Alors là, vraiment, je sors de la neuroatypie. Dans le neurodéveloppement, c'est tous les troubles des apprentissages. Donc, troubles spécifiques du langage, oral-écrit, troubles du déficit de la coordination, troubles du déficit des maths. Ou je sais plus comment on le dit, parce qu'avant on parlait de dyscalculie, les termes changent un peu. TDAH, qui est lié aussi aux fonctions exécutives, mais tous les troubles sont liés aux fonctions exécutives. TSA, trouble du spectre autistique, pardon.
déficience intellectuelle. Et puis maintenant, on met aussi la dysmnésie. Qui est trouble de la mémoire. Ok. Ou des mémoires. Ok. On entend aussi, bon, il y a 3 termes qui sont fort tendance pour l'instant, on va pas se mentir, haut potentiel, multipotentiel et hypersensibilité. Est-ce que ces 3-là, c'est de la neuroatypie ou pas pour toi? Alors moi, je suis très réservée. D'abord parce que c'est un domaine que je connais très très mal. Ça rentre dans la neuroatypie dans le sens où c'est quand même des fonctionnements différents. Ouais. C'est quand même pas... Ça reste des personnes qui rentrent pas dans une certaine norme, entre guillemets. Ouais. Voilà. Oui, elle a fait des guillemets, hein, je précise. mais vraiment, c'est vraiment un domaine sur lequel moi, je marche sur des œufs parce que c'est vraiment un domaine que je connais pas bien du tout. Donc, on est partagé, quoi. Je suis très partagée. Ok. Après avoir défini la notion de neuroatypie, qui, je l'espère, est plus claire pour vous maintenant, j'ai voulu parler un peu de diagnostic avec nos 2 experts. Est-ce que tu as remarqué beaucoup d'adultes qui, en fait, à un moment donné, mettent un mot, tu vois, ils ont un diagnostic et ils mettent un mot et ils se disent « Ah, c'était ça ?» et j'ai pas compris pendant toute ma vie, quoi. Oui, alors moi, je le vois beaucoup parce que... en fait, on sait quand même que c'est des choses héréditaires. Hein. Enfin, c'est pas maintenant, c'est quand même acquis. Et en fait, les parents découvrent leurs particularités quand ils ont le diagnostic de leur enfant. Très souvent, j'entends. En fait, moi, je me reconnais dans mon fils. Tout ce qu'il vit, j'ai l'impression que je l'ai vécu déjà. Enfin, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un mot qui est posé. Quand j'interviens en entreprise, je crois que, 80% des gens qui assistent ou aux conférences ou aux ateliers sont des parents d'enfants avec des troubles. Ouais. Et donc, quelque part, il y a un peu ce déclic à ce moment-là. Il y a ce déclic à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles tu peux avoir un déclic? Je pense à l'épuisement professionnel, par exemple. Alors, c'est ce que j'allais dire. Après, l'autre chose, c'est vraiment quand on a une vie professionnelle ou très chaotique et on finit par se poser quand même beaucoup de questions. Ou le burn-out. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tellement compensé qu'on craque. Et à partir de ce moment-là, on commence quand même un peu à chercher pourquoi on est arrivé là. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on met un mot. En parlant de ce mot, il y a des gens qui parfois n'arrivent pas à s'identifier au diagnostic ou alors qui parfois après se mettent dans une case qui est trop petite pour eux et qui n'arrivent pas à en sortir. Et donc j'avais envie d'avoir un peu l'avis de Marco et de Corinne par rapport à ce mot qu'on met sur les gens. Et je vous propose qu'on écoute ensemble leur point de vue par rapport à ça. Je trouve que là, tu touches un des enjeux centraux actuellement dans cette notion de diagnostic, dans le travail des professionnels en santé mentale, dans leur compréhension et leur connaissance de la neuroatypie. Trop souvent, on se contente de l'étiquette et on traduit l'étiquette en symptômes et grosso modo, on a une liste avec des cases à cocher et quand on coche suffisamment de cases, on dit « Ah, vous êtes neuroatypique, vous êtes autiste, vous êtes 10, enfin peu importe. » C'est pas ça l'intéressant. Et ça n'aide pas les gens. Oui, ça aide les gens dans un premier temps. Ce qui est de la responsabilité des professionnels, c'est d'expliquer ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un fonctionnement apparenté à de l'autisme? Qu'est-ce que ça veut dire de la manière dont on vit notre environnement, on décode notre environnement? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la manière dont on relationne, la manière dont on est plus ou moins à l'aise, dans la manière dont on peut être stressé, par quoi? Qu'est-ce qui explique qu'à certains moments on est fatigué? Voilà, c'est ça l'enjeu. Et ça, à la fois, ça permet aux gens de comprendre, mais ça ouvre évidemment à des pistes de solutions, d'adaptation. Et c'est de ça dont les gens ont besoin. L'étiquette est importante, d'une part, parce qu'elle permet d'identifier ce fonctionnement particulier, d'autre part, parce qu'alors, elle permet d'amener des solutions. Après, il y a
des questions qui sont totalement concomitantes et très importantes, qui sont des questions identitaires aussi, c'est que quand on a un parcours de vie qui fait que on a été, on s'est senti différent pendant des années sans en comprendre exactement la nature, sans comprendre nécessairement la nature de cette différence, comprendre d'où elle vient, ça permet de peaufiner notre identité et d'y apporter progressivement des réponses. Et ça, c'est l'autre aspect. Mais ça ne se limite pas alors à une étiquette, C'est ça. un label ou... Alors moi, j'aime bien parler de bulle. Il faut sortir de cette bulle. C'est important d'avoir un mot parce que ça permet de poser les choses, de clarifier aussi certains comportements. Et puis de pouvoir mettre en place des aménagements. Bon, en Belgique, il n'y a pas les RQTH, mais en France, on a tout un dispositif pour aider la personne dans l'emploi. Mais c'est aussi sortir de sa bulle. Parfois, je dis aux parents, le trouble ne va pas tout excuser. C'est ça. Et ça, c'est vrai aussi à l'âge adulte. Mais malgré tout, il faut être conscient qu'on peut avoir des comportements un peu différents des autres. Et cette conscience-là, elle est importante. Mais donc, quelque part, c'est une part de toi, en fait. Exactement. C'est ça. Ça ne te définit pas. C'est ça. C'est très important. Moi, je préfère dire il a des troubles 10 ou il a quelque chose plutôt que il est. Mais je le dis aussi, hein, je me corrige pas assez, mais depuis quelque temps, j'essaye de faire très attention à ça. Après avoir parlé du diagnostic et de cette importance de ne pas réduire la personne à sa neuroatypie, puisque ce n'est qu'une seule part d'elle, j'ai demandé à Corinne si elle avait un peu des exemples de stéréotypes qui sont liés à la neuroatypie et qu'elle pouvait nous partager. Ah bah typiquement, quelqu'un qui a un trouble spécifique du langage écrit va être forcément matheux ou faire des études de sciences. Ok. Et on peut le déconstruire On peut complètement le déconstruire parce que moi, je rencontre plein de profs de français qui me disent bah, « moi, je suis dyslexique ». Voilà. Donc, oui, on peut complètement déconstruire dans le sens où une personne dyslexique peut aimer la lecture, peut aimer l'écrit, peut avoir envie de s'exprimer de cette manière-là, peut tout à fait avoir envie de rentrer dans les sciences sociales, dans la littérature. Non, il n'y a pas de... C'est vraiment en fonction de comment on va lui présenter la façon dont elle doit vivre, entre guillemets, cette difficulté. Oui, donc est-ce que tu crois que quelque part, quand tu es dans un environnement, si tu es dyslexique et que tu es dans un environnement dans lequel on te dit, bah du coup, toi, le français, tu peux oublier, forcément, ça va conditionner la personne et donc elle va avoir plus de difficultés en français. Exactement. C'est vraiment comme les stéréotypes de genre. Une petite fille, elle doit être délicate, elle doit être ceci, enfin voilà, tous les stéréotypes qu'on met avec. Et ben pour moi, c'est exactement la même chose avec les troubles 10. C'est pour ça qu'en fait, je reviens sur ce que tu disais, est-ce qu'on est fonctionnel dans l'environnement ou pas ? En fait, si l'environnement rend les choses fonctionnelles pour nous, alors à ce moment-là, bah, tout va bien, quoi, c'est ça ? Tout va bien, tout va mieux. Tout va mieux, oui. Voilà. On va pas non plus tout idéaliser, mais franchement, c'est ça. C'est à partir du moment où on rend accessible et on met en capacité de réussite, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Vaste question, hein, j'en conviens, mais comment on met en capacité de réussite quelqu'un qui est neuroatypique ? Ah bah déjà en lui donnant confiance. La confiance, ça marche dans les deux sens, hein, et la confiance, elle passe par le fait que l'autre comprend ce qui m'arrive. Et ça, c'est hyper important. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu mettre en place des ateliers immersifs, hyper concrets, hyper pragmatiques, où je mets en situation de dyslexie, de dyspraxie. Bon, maintenant, on dit plus ces termes-là. On devrait dire trouble de déficit de la coordination, mais c'est pas grave. Et vraiment de demander aux gens d'exprimer leurs ressentis et de dire, bah, maintenant, une fois que tu l'as vécu, une fois que tu as un petit peu compris ce que c'est, parce que j'entends pas faire comprendre en une mise en situation ou en deux mises en situation, mais quand même, bah, une fois que tu as fait cette mise en situation, une fois que tu as ressenti, finalement, est-ce que tu n'as pas tout seul des idées ? Est-ce que tu vois pas le bon sens va faire son travail et tu vas réussir à adapter pour l'autre ?
Mais rien que le changement de regard Ouais. et de donner confiance par ce regard différent, moi déjà, on a gagné 50% de la réussite, j'allais dire. Ça fait énormément de choses. Et on dit toujours l'écoute et l'écoute active aussi, effectivement, se mettre à la place de l'autre, comprendre qu'on n'a pas la même réalité que l'autre, c'est hyper important. Et donc encore plus dans ce genre de situation. Complètement. Et pour clôturer cet épisode sur la neuroatypie, eh bien, comme on était dans le cadre du Neurodiversity Experience Day aujourd'hui et que les 2 experts ont pris part à la même table ronde qui s'intitulait « Déconstruire les idées reçues », je leur ai demandé s'ils avaient un petit mot sur la table ronde. Et voilà ce que Marco nous a dit. Que ça puisse un peu agir comme une tache d'huile. Que voilà, la table ronde, c'est génial, ça ouvre. C'est chouette qu'il y ait eu des personnes présentes, il y a un intérêt. Après, c'est comment on diffuse ces questionnements. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette table ronde et riche, c'est qu'on était dans une ouverture. On n'était pas dans une espèce de dogmatisme en disant il faut faire ça, il faut faire ci. Non, on est dans quelque chose qui ouvre et donc crée du changement. C'est ça. C'est comment on induit à un moment donné un changement qui va, en tout cas c'est mon espoir, créer un environnement qui soit meilleur pour tout un chacun. C'est ça, donc quelque part, ce genre d'événement, ça permet aussi d'en parler et de se dire, on espère que ça va planter une petite graine pour le changement. Ça va plus loin que ça. C'est que cet événement, il est possible grâce aux gens qui sont à l'origine de l'événement. Et les gens qui sont à l'origine de l'événement sont des gens qui y croient et qui, à travers leur mobilisation, vont convaincre d'autres. Et donc, je trouve qu'on est dans une société où on a quand même besoin de fonctionner qualitativement un peu différemment. Ouais. Merci beaucoup Marco d'avoir été au micro du podcast et je te laisse retourner à l'événement. Avec plaisir, au revoir. Et de son côté, Corinne, elle m'a répondu ceci. Déjà, c'était trop court. Oui, souvent. J'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire, mais je pense que c'est des tables rondes qui sont importantes justement pour amener de la connaissance. Enlever des stéréotypes, enlever des préjugés, déconstruire des idées reçues. Et encore là, on n'est pas rentré dans les définitions des troubles, dans des manifestations plus précises, mais c'est hyper important de pouvoir véhiculer une certaine parole. Ça, c'est ouais. Corinne, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. On a déjà fini, c'était court. Moi, j'ai encore plein de questions à te poser. Je reviendrai. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis bon événement. Merci beaucoup. Bonne journée. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on clôture le premier épisode dédié à la neurodiversité en entreprise. Dans les 2 prochains épisodes, vous retrouverez d'autres experts et on ira plus loin dans l'intégration de ces profils neuroatypiques en entreprise. Ce premier épisode, j'espère qu'il vous a permis de bien comprendre ce qu'était la neuroatypie et la nécessité de ne pas réduire une personne à sa neuroatypie une fois qu'un diagnostic est posé. Pour retrouver Corinne et Marco et échanger avec eux, je vous mettrai en description les liens vers leurs profils respectifs. Comme ça, vous pourrez aussi un petit peu aller voir leur travail respectif si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas, ce qui fait la beauté et la richesse de notre monde, c'est la grande diversité des profils. Alors accueillons la différence plutôt qu'en avoir peur. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.